Et il y a enfin une série de procédures spéciales. Elles sont très très nombreuses. Je vous ai préparé un tableau sur les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. C'est le document 15.4 qui est sur le site. Et vous allez voir que le Conseil des droits de l'homme a hérité d'ailleurs de la Commission des droits de l'homme d'un certain nombre de mandats qui ont été donnés à des experts indépendants, des rapporteurs spéciaux, des groupes de travail qui ont le mandat d'examiner un certain nombre de choses comme la situation dans des pays en particulier, le Burundi, le Cambodge, Haïti, Myanmar. Il y a aussi des mandats thématiques. Il y a un groupe de travail sur la détention arbitraire. Il y a des rapporteurs spéciaux sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Il y en a beaucoup. On a revisé les mandats et beaucoup de rapporteurs, dont certains sont bien connus, des professeurs de droit international comme Philip Alston, par exemple, ont comme mandat de s'intéresser et de s'interroger à des situations dans des pays, à la violation de certains droits, d'aller sur le terrain, de faire des rapports. Ces rapports-là sont examinés par le Conseil des droits de l'homme qui a la possibilité aussi de prendre des mesures à l'égard des États, mais qui sont souvent des mesures qui ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation et le consentement de l'État. Mais je vous invite à regarder le document 15.4 pour voir jusqu'à quel point ces procédures spéciales sont nombreuses et que l'ONU essaie par de telles procédures d'amener aussi les États, exercer sur les États des pressions pour qu'ils puissent respecter davantage leurs obligations en matière de droits fondamentaux. Alors, voilà pour l'examen périodique universel, le procédé des plaintes et les procédures spéciales. Ça, c'est les mécanismes généraux qui s'appliquent à tous les États et qui résultent des engagements qu'ont pris les États au titre de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme principalement. Il y a d'autres mécanismes que j'ai présentés dans la partie 2 du plan d'aujourd'hui comme les autres mécanismes de l'ONU. Donc, les autres mécanismes créés dans des cadres conventionnels par ailleurs, parce que, vous le savez, il y a plusieurs traités qui ont été adoptés. Puis lorsqu'on a adopté des traités en matière de droits fondamentaux, à partir de la Convention de discrimination raciale en 1965, ensuite les pactes en 1966, ensuite la Convention sur la discrimination à l'égard des femmes en 1979 et les autres, on a choisi d'inclure des mécanismes de mise en œuvre pour assurer que les États ne faisaient pas qu'accepter de respecter les droits, mais qu'ils acceptaient aussi qu'on vérifie s'ils les appliquaient et les respectaient. Et donc, dans plusieurs conventions internationales, il y a des mécanismes de rapport, dans certains cas, des mécanismes d'enquête, et on permet parfois la visite, des visites d'institutions, par exemple pénitentiaires, ce qui est une forme de mise en œuvre. Et comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un certain nombre de traités ou de protocoles facultatifs à ces traités qui prévoient la possibilité de faire des communications individuelles ou même des communications interétatiques, une espèce de recours de type quasi-judiciaire ou judiciaire juridictionnel, mais ça ne va pas jusque-là parce qu'on n'a pas vraiment créé de tribunal universel des droits de l'homme qui pourrait, comme la Cour européenne, la Cour africaine, statuer et rendre des arrêts à portée obligatoire. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, pour ce qui est des rapports, des enquêtes et des visites, le mécanisme le plus accepté, qui est d'ailleurs automatique dès lors qu'on devient partie à un traité, c'est le mécanisme des rapports périodiques. C'est le mécanisme qui fait que les États, quand ils deviennent partie à un traité, acceptent de faire un rapport pour indiquer au comité d'experts créé dans le traité comment ils respectent les conventions auxquelles ils sont partis. C'est un peu comme le mécanisme universel, là, parce que c'est sur la base d'un rapport que fait un État, un rapport national, et c'est examiné par un comité d'experts, de juristes souvent qui
examinent les rapports et posent des questions aux représentants qui se présentent devant eux. Alors, de tels mécanismes existent dans les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, dans les deux grandes conventions sur les discriminations raciales à l'égard des femmes, dans la convention sur les enfants, les personnes handicapées, la convention contre la torture, les personnes déplacées. Toutes les grandes conventions à vocation universelle prévoient minimalement un mécanisme de rapport. Et la pratique s'est développée que ce qui arrive, c'est qu'on fait un rapport, puis on est convoqué, puis les représentants viennent présenter le rapport, répondre aux questions, et l'État, à la suite de l'examen du rapport, fait des observations, puis formule des recommandations, et l'État, un peu comme le mécanisme d'examen périodique, doit chercher à respecter les recommandations qui ont été formulées et se présenter lors du prochain examen périodique devant le comité et dire en quoi et comment il a respecté ses obligations. Alors, c'est peu attentatoire à la souveraineté de l'État, puis dans ce cadre-là, souvent, en tout cas au début, les États ne faisaient pas des rapports très sérieux. Au début, il n'y avait pas d'examen et de dialogue avec l'État, mais maintenant, c'est vraiment la norme. Et ça oblige quand même les États à se présenter et à dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour respecter leurs obligations. Vous vous rappelez que je vous disais que le Canada a dû se présenter à plusieurs reprises devant le comité de l'élimination de la discrimination raciale et de justifier pourquoi il n'interdisait pas les organisations qui font de la propagande haineuse, le Ku Klux Klan. Puis là, à chaque fois, on lui demande pour quelles mesures il a pris. Alors, c'est une façon d'amener les États à ne pas être à l'abri de critiques et d'exigences là, qui sont formulées par ces experts indépendants. Puis vous savez, les traités prévoient tantôt qu'un comité comme celui des droits de l'homme est composé de 18 experts, le comité contre la torture c'est 10, alors ça varie de traité en traité, vous pourrez lire les dispositions de ces traités. Alors ça c'est les rapports, et vous pouvez trouver les rapports nationaux dans les rapports dans les sites internet de chacun de ces comités, que ce soit le comité des droits de l'homme pour le pacte des droits civils, le comité des droits économiques, sociaux et culturels pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et ainsi de suite, ainsi que les échanges, les observations. C'est aussi assez informatif, là, les rapports et les travaux des comités. Alors, il y a aussi d'autres procédures, les enquêtes, les visites. Ça, c'est surtout, s'agissant des enquêtes, quelque chose d'assez nouveau. C'est dans le nouveau protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, où on permet au comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de faire des enquêtes sur des situations où on se plaint de violation de ces droits économiques, sociaux et culturels. Alors, c'est assez nouveau. Dans le domaine des droits de l'homme, c'est rare qu'on permet de faire une surveillance par le voie d'enquête, et c'est une piste intéressante pour l'avenir. Mais en tout cas, le nouveau protocole facultatif au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels est l'instrument qui permet des enquêtes. S'agissant des visites, on ne l'a pas quand même étudié de façon détaillée. La Convention sur la torture, on va le faire plus tard. Mais le protocole facultatif à la Convention contre la torture en est un qui autorise des visites dans les institutions pénitentiaires. Puis visiter une institution pour vérifier si un État respecte les droits des détenus, par exemple, et si ces détenus ont subi de la torture ou des traitements cruels, inhumains, dégradants, c'est une méthode qui peut être assez efficace pour constater si un État respecte ou non ses obligations. Donc, il y a dans ce protocole facultatif des dispositions permettant de faire des visites. Et ça existait avant dans la Convention européenne contre la torture, mais on l'a importé au niveau universel. Alors, rapport, enquête, visite, des mécanismes qui permettent aussi d'assurer
une reddition de compte des droits fondamentaux au niveau universel. Ça dépend des traités, mais il y a quand même là quelque chose d'assez important, d'assez novateur, et ça résulte des efforts faits au sein des Nations Unies pour aller au-delà des droits, puis voir ce que des mécanismes existent pour assurer le respect. Alors, dernière série ou catégorie de mécanismes, les fameuses communications individuelles et interétatiques. Alors, ça commence à déranger un peu davantage les États parce que une communication individuelle, on va commencer par la communication individuelle, c'est celle qui permet à un individu de formuler une communication ou une plainte ou une requête contre son État, ou en tout cas l'État sous la juridiction duquel il se trouve, de porter plainte et de se plaindre d'une violation de la Convention internationale par l'État qui a pris l'engagement de respecter les droits fondamentaux d'un de ses particuliers de ses ressortissants, mais ça peut être aussi un étranger, parce que certains droits sont des droits qui appartiennent à tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions, dans le pays où ils se trouvent. Et vous rappelez, ça peut aussi avoir une certaine portée extraterritoriale, parce que les États-Unis devraient, par exemple, respecter les droits des détenus à Guantanamo, même s'ils ne sont pas sur le territoire américain, parce que les détenus ressortissent de leur juridiction, sont sous leur contrôle, même si c'est sur le territoire d'un autre État, et se retrouvent sur une partie de ce territoire, mais qui est contrôlée par les États-Unis parce qu'ils ont loué une partie du territoire, comme ils l'ont fait avec Cuba. Alors, donc, ces communications individuelles, c'est quand même important. Il faut dire qu'il y a quand même une condition importante pour qu'on puisse porter au niveau international une affaire de violation des droits. C'est qu'il faut avoir épuisé les recours internes. Et donc, il y a une espèce de médiation du droit interne, de telle sorte que avant d'aller au comité des droits de l'homme de l'ONU, ou au comité contre la torture, ou au comité d'experts qui peuvent examiner ces communications, il faut faire la démonstration qu'on a épuisé les recours internes. Mais parfois, il ne faut pas en faire la démonstration quand les délais sont déraisonnables, quand il n'y en a pas de recours interne, ou en tout cas quand il n'y a pas d'indépendance et d'impartialité des tribunaux. Et il y a eu des constatations et des décisions de recevabilité qui ont statué dans certains cas qu'il ne fallait pas épuiser les recours internes parce qu'ils n'existaient pas vraiment ou ils n'étaient pas efficaces. Mais quand même, c'est une règle importante, mais n'empêche que les individus peuvent faire des recours dits internationaux devant ces comités.